J'aurais juste demandé si la technique a bien envoyé les PDF sur l'écran, vu que je suis à l'arrière de l'écran. On est bon? Ok. C'est à l'envers ou il faut faire une rotation? C'est bon? Je ne vois rien. D'accord. Bon, alors en fait, je vais prendre la parole pour Christophe parce que Christophe a un peu du mal pour s'exprimer. Il a eu beaucoup de courage de venir. Bon, en plus, il vient du nord du Luxembourg comme moi. Donc du coup, on est déjà loin. Le voyage est difficile. Et maintenant, donc, je vais lire son texte. Ce qu'il a demandé que je lise. Vous allez voir son dossier médical qui s'affiche au-dessus. Donc, pour bien prouver que tout ce qui est dit est juste et vrai. Donc voilà. Donc, mesdames, messieurs, je me présente. Je m'appelle Christophe. Je suis né le 3 janvier 1984. Au mois de juin 2021, j'ai reçu ma première dose de vaccin BioNTech Pfizer. Par la suite, j'ai eu des problèmes de respiration et je ressentais une pression sur la poitrine. À l'hôpital, les médecins ont constaté que je souffrais d'une myocardite. Sous surveillance à l'hôpital, j'ai reçu une deuxième dose de vaccin du même fabricant. Là-dessus, mon état de santé s'est dégradé. Mes problèmes respiratoires s'aggravaient, ainsi que les problèmes avec ma main droite, qui avaient déjà commencé après la première dose de vaccin. En ce temps, j'ai également perdu beaucoup de poids, exactement 30 kilos. En janvier 2022, j'ai eu le Covid en clinique. Ils ont constaté alors que mon diaphragme était paralysé. Long séjour aux soins intensifs. Depuis ce temps, je dois porter un masque à oxygène pour la nuit, comme je ne peux plus me mettre sur mon dos car je risque d'étouffer. Je suis soignée aussi par une thérapie Octagam 10%, 40 grammes. Vu que les neurologues n'ont pas su prononcer un diagnostic, j'ai été envoyée à Paris au mois de mai 2022. À Paris non plus, ils n'ont pas su faire un diagnostic. Le neurologue m'a dit que je ne devais plus jamais faire de vaccin. Il m'a dit qu'il n'avait jamais vu ça et qu'il ne sait pas ce que c'est. Le médecin du travail m'a mis en pension d'invalidité depuis le mois d'août 2022. Au mois d'octobre 2022, j'ai encore eu le Covid. Depuis, mes problèmes se sont aggravés. Toutes les améliorations, tout ce que j'avais récupéré est à zéro. J'ai perdu le principal, le plus important dans la vie, ma santé. Et puis mon travail, ce qui fait que je dois m'adresser au réseau Nord pour m'aider. Aujourd'hui, je ne sais plus exercer mes hobbies. Je dois demander de l'aide pour beaucoup de choses qui étaient normales avant. J'ai le télé-alarme, Proper Doim, Helef Doim. J'ai une petite fille de bientôt 9 ans. J'ai fait pour bien faire, pour me protéger et pour protéger les autres. Mais à quel prix? J'ai 39 ans et si j'avais su ce qui allait se passer, jamais je ne me serais fait vacciner. J'étais en bonne santé, sportif, non-fumeur, et voilà. Je donnerais tout pour avoir ma santé. Je voudrais vraiment qu'on applaudisse. Alors, honnêtement, je suis arrivée chez Christophe et j'ai trouvé une personne qui était vraiment courageuse de venir. C'était très difficile, le trajet était difficile, il avait peur, il est arrivé très à l'avance, il a attendu longtemps dans la voiture, il avait peur, il a paniqué un petit peu, mais il avait une force pour vous montrer
Vraiment, on n'abandonne pas. Et si moi je peux vous demander quelque chose, c'est si vous voulez prendre contact, si vous voulez aider, franchement faites-le parce qu'il le mérite. Comme on dit chez moi en Belgique, il a les couilles de venir. Alors au moins, bon, on peut lui rendre ça aussi parce que c'est pas évident, surtout devant une grande assemblée. Et voilà. Un grand merci. Un grand merci. Bon. On va laisser Christophe rentrer. Donc, on va refermer le rideau si vous voulez bien, le temps qu'il puisse se déplacer. Et vous allez voir des vidéos d'autres personnes qui ont accepté de témoigner aussi, mais du coup en vidéo. Merci. Merci. Bonjour, ma vie a basculé en juin 2021. En mai 2021, mon médecin traitant, qui me soignait depuis plus de 10 ans ainsi que ma famille, m'a inscrite pour la vaccination contre le coronavirus dans un vaccinodrome en Belgique. J'ai donc reçu ma première dose Pfizer en mai 2021 et la deuxième en juin 2021. Le jour de la deuxième dose a été atroce. Je me suis sentie mal, mais rien à voir avec une grippe. Je ressentais des bouffées de chaleur intenses. Je perdais de la force et la sensibilité dans la jambe droite, la jambe gauche, le bras droit, le bras gauche. Je me sentais paniquée, je ne savais pas quoi faire. Le lendemain, c'est passé. Fin de semaine, je me sentais mal, je suis allée voir mon médecin. J'avais trop de tension, quelque chose qui ne m'arrive jamais. Il a imputé ça au stress. 15 jours après, j'ai commencé à avoir des douleurs atroces aux jambes, qui m'empêchaient de dormir la nuit. Je suis retournée chez mon médecin traitant. Il a conclu à quelque chose de circulatoire et m'a donné du Daflon. Je l'ai pris, ça n'a rien changé. Au contraire, de nouveau, ces symptômes s'ajoutaient. Je perdais de la force. Je marchais et tout à coup, j'avais l'impression que j'allais m'affaisser. J'avais de grandes difficultés à digérer, à dormir. Le soir, lorsque je retirais mes vêtements, j'avais l'impression que toute force était drainée. Je ressentais des oppressions, des douleurs, des picotements, des sensations que je n'avais jamais ressenties de ma vie, dans les bras, dans les jambes, dans la poitrine. Dormir couché était devenu impossible, tant les sensations de poids aux jambes, aux bras, à la poitrine étaient énormes. Assise, c'était supportable. J'ai donc dû dormir assise. Je suis retournée plusieurs fois chez mon médecin traitant qui a conclu que tout était d'ordre psychologique et il n'a voulu faire aucun autre test, aucune autre analyse. Il m'a prescrit des antidépresseurs que je n'ai pas voulu prendre. La situation continuait à se dégrader. Je peinais à soulever une bouteille d'eau remplie. Je cherchais un autre médecin, mais à l'époque de la pandémie, c'était extrêmement difficile. Début décembre 2021, ma fille et mon mari ont attrapé le coronavirus. Nous avons dû appeler le médecin traitant pour obtenir un certificat puisque nous n'avions pas trouvé quelqu'un d'autre qui voulait bien nous prendre en charge. À cette époque, le médecin m'a même proposé une 3e dose de vaccin que j'ai refusée. Une semaine après, c'est moi-même qui étais contaminée. J'ai commencé à avoir les symptômes d'une grippe, perte d'odorat. Mais surtout le pire, c'était la perte de force extrême dans les bras, dans les jambes. Je peinais à me tenir debout. Je peinais à lever les bras. Paniquée, je suis allée aux urgences du CHL. Là, on m'a dit que ça ressemblait à un Guillain-Barré, mais qu'on allait voir si l'hospitalisation était nécessaire. On m'a renvoyée chez moi et on m'a dit de revenir après le coronavirus. Ce que j'ai fait. Un mois plus tard, j'y retournais et on diagnostiquait une polyneuropathie. J'ai fini par trouver un jeune médecin qui a bien voulu me prendre en charge. Ce médecin est parvenu à m'obtenir un rendez-vous un peu plus rapidement chez une neurologue. La neurologue a réalisé un électromyogramme et a constaté des anomalies. Dans sa conclusion, elle disait « suite possible d'un Guillain-Barré ». Elle m'a prescrit de la rééducation, 3 fois par semaine de la kiné. Dès que j'ai eu assez de force, je l'ai fait. Ça a été mieux de jour en jour.
Je n'avais plus pu travailler de décembre jusqu'à avril. Et là, en mai 2022, j'ai pu retravailler. Jusqu'au mois de juillet. Au mois de juillet, j'ai une nouvelle rechute. Cette fois avec des brûlures atroces qui commençaient fin de journée. Je retourne chez la neurologue, qui ne veut pas refaire d'électromyogramme et qui ne me propose rien que du repos. Il était prévu de refaire un électromyogramme en août, donc je retourne chez elle en août. Et là, elle refuse de le faire et me dit que c'est mon cerveau. Et ne me propose pas de piste. Je suis désespérée. Je cherche, je consulte plusieurs médecins, notamment un médecin que je connaissais à Luxembourg, qui pense à tester le virus de la mononucléose et d'autres virus que j'avais attrapés auparavant. Et là, il apparaît que le virus de la mononucléose, Epstein-Barr, s'est réactivé. À nouveau, plusieurs semaines où je ne pouvais plus rien faire tellement je suis épuisée et j'ai des douleurs. C'est vraiment un cauchemar et pour ma famille également. Puis ça va mieux à nouveau. En octobre, je peux retravailler, jusqu'en décembre 2022. Janvier 2023, nouvelle rechute. Nouveau désespoir. J'aurais aimé être là pour témoigner, mais mon état ne me le permet pas. Merci aux médecins qui nous soutiennent. Merci à ceux qui font connaître le calvaire et le cauchemar qu'on vit. Merci à ceux qui essaient de faire cesser le rejet dont on fait l'objet. Bonjour, alors moi je m'appelle Lucie et il y a 16 mois, j'étais très naïve. Je pensais que ce que le gouvernement nous proposait était un vaccin. Je pensais que ce vaccin était safe. Je pensais que ce vaccin allait nous protéger du Covid. Et donc, très innocemment, je suis allée donner mon bras pour faire une injection Pfizer. C'était le 28 septembre 2021. Dès le lendemain, donc 24 heures après, je me suis littéralement écroulée. Je me suis vue mourir. Dès le lendemain, il y a toute une série de symptômes qui sont apparus. Ce sont tous des symptômes d'ordre neurologique, c'est-à-dire que depuis cette date, j'ai un bruit dans ma tête et j'ai un bruit permanent dans la tête. J'ai des maux de tête permanents également. J'ai des problèmes, des troubles au niveau de la vue. J'ai des paresthésies, donc des picotements dans mes pieds, dans mes mains, des engourdissements, des fourmillements. J'ai des myoclonies, donc le soir, je spasme. Il y a des mouvements involontaires. J'ai des problèmes cognitifs aussi, des soucis pour me concentrer, des soucis pour mémoriser. Je ne travaille plus depuis 16 mois. Je suis directement allée voir ma généraliste et quand je suis allée lui expliquer tout ce qui m'arrivait comme ça du jour au lendemain, elle n'a pas pu l'entendre. Elle a considéré que ce n'était pas possible parce que selon elle, Pfizer était le vaccin le plus sûr et que tout le monde allait très bien avec Pfizer. Donc, je suis retournée la voir une seconde fois, une troisième fois. Au bout de la troisième fois, sa solution, c'était de m'interner en hôpital psychiatrique parce que, d'après elle, tout ce que je disais, c'était absolument pas possible. Donc, ce qui m'arrivait, c'était une dépression profonde, anxieuse. J'étais, selon elle, hypocondriaque, paranoïaque. Enfin, j'étais devenue folle parce que j'osais accuser Pfizer de tous les symptômes neurologiques qui m'étaient arrivés 24 heures après l'injection Pfizer. Ensuite, heureusement, jamais je n'ai été internée en psychiatrie et je me suis dirigée vers différents hôpitaux. J'ai cherché de l'aide, je ne trouvais de l'aide nulle part. Je ne sais pas pourquoi, c'était vraiment le parcours du combattant. En fait, j'arrivais dans un état lamentable et c'était comme si tous ces médecins ne voulaient absolument pas savoir qu'il y avait des victimes. C'était comme si ce n'était pas possible pour eux et donc j'étais rejetée, clairement rejetée. Je pense que la majorité des victimes ont
eu le même parcours que le mien. On n'a pas voulu nous entendre, on n'a pas voulu écouter ce qui nous arrivait et donc forcément les infos ne sont jamais passées. Je pense qu'avant moi, il y avait déjà des tas et des tas et des tas de victimes et ça n'a été mentionné nulle part. Ça n'a jamais été dit au journal télévisé et donc voilà, l'info n'est pas passée. Heureusement, par la suite, j'ai rencontré des médecins davantage conscients des dangers de ces injections. Là, heureusement, j'ai enfin été entendue, prise en charge et j'ai passé des tas et des tas d'examens. Et aujourd'hui, grâce à un examen en particulier, on a pu mettre le doigt sur ce qui m'arrivait. En réalité, mon problème est un problème vasculaire. Cette injection Pfizer a abîmé des vaisseaux dans mon cerveau et donc cela fait 16 mois que le sang ne circule plus correctement dans mon cerveau, ce qui provoque tous ces troubles neurologiques. À ce jour, je n'ai toujours pas de traitement, je n'ai toujours pas de solution pour améliorer mon état. S'il y a des médecins qui m'entendent, faites-moi signe. S'il y a des solutions qui arrivent, dites-le moi. Parce qu'à ce jour, j'ai déjà essayé des tas et des tas de choses et malheureusement, jusqu'ici, rien ne m'a vraiment aidé. Donc voilà, je voudrais que les choses soient dites ouvertement. Je voudrais que l'on cesse de cacher les victimes. Je voudrais que les gens qui sont responsables de ce qui m'est arrivé et de ce qui est arrivé à toutes les victimes, que ces gens soient punis. S'il y a quelque chose de pas juste, il y a quelque chose qu'on ne peut accepter. Alors, merci en tout cas de nous donner la parole et faites circuler le message. Merci. Bonjour, je m'appelle Pierre, je viens de Belgique. J'avais un test cardiaque impeccable en 2020 avec une aorte limite sup. Donc le 10 mai 2021, je me suis fait vacciner avec le vaccin Pfizer. Dès le lendemain, j'avais des picotements dans les mains, dans les pieds, des douleurs aux aines terribles. J'étais très très fatigué. Et donc le 24 mai, j'ai fait un infarctus. Donc qui a nécessité la pose d'un stent la première nuit et un deuxième stent un mois plus tard. Entre-temps, entre les deux stents, j'ai encore refait un malaise. À l'hôpital, on m'a suggéré, on m'a conseillé fortement de faire la deuxième dose. Voilà, dès le lendemain de mon infarctus, on est venu me trouver pour me mettre dans une étude avec donc des sportifs de haut niveau, des Covid longs et des gens comme moi qui n'avaient aucun facteur de risque. Je tiens à préciser que j'étais à Gastelsberg à Leuven. Entre-temps, moi j'ai commencé à me renseigner, j'ai vu qu'il y avait quelque chose qui clochait. J'étais en contact avec Astrid Stuckelberger et d'autres médecins éveillés, donc le docteur Beckart et le docteur Agré, qui m'ont donné des protocoles pour essayer de détoxiquer ce qui se passait, qui m'ont expliqué ce qui se passait. J'ai rien dit. J'ai commencé cette étude, donc j'ai fait des tests en labo. Et l'étude consistait à 3 séances de révélation par semaine avec un total de 45 séances. J'ai fait plusieurs fois des malaises. Et là, j'ai commencé à parler avec une cardiologue et au mois d'octobre, donc 6 mois plus tard, j'ai refait un malaise important. J'étais toujours très très fatigué et donc dans ce malaise, mon cerveau me disait de pédaler et mes jambes ne voulaient plus bouger. À ce moment-là, la cardiologue est arrivée. Elle m'avait entre-temps en aparté expliqué qu'il y avait des problèmes avec des soldats de l'armée américaine qui faisaient des péricardites et des myocardites. Elle est arrivée avec un monsieur qu'elle a fait passer pour un assistant. Là, je me suis fâché. J'ai expliqué que je faisais de la suramine moi-même, je prenais de la vitamine C liposomale, du glutathion liposomol, du NAC, etc. etc. Et j'ai exigé de l'ivermectine, ce qu'ils ont refusé. Donc je me suis fâché, j'en ai trouvé ailleurs. Et 3 jours après, j'ai eu un rapport validé par ce monsieur qui était en fait un psychiatre pour suspicion de paranoïa et crise de démence. Et depuis lors, je suis fâché. Et donc il est de plus en plus clair qu'en fait, donc sur mon dossier médical, en fait, j'ai fait une thrombose artérielle qui a provoqué un infarctus. J'avais une artère bloquée à 100%, l'autre à 80%, et la troisième, ça allait. Et en fait, depuis lors, en fait, j'essaie de me soigner. Mais à l'heure actuelle, donc, je suis très très fort impacté au niveau psychologique,
Au niveau économique, évidemment, j'étais indépendant depuis 30 ans, j'étais tout le temps dehors, j'étais jamais malade en fait. Et donc, ma société s'est terminée. En fait, je suis considéré comme handicapé à plus de 66%, parce que j'ai perdu sur mes deux ventricules ont des cicatrices, et j'ai probablement des séquelles neurologiques au niveau du cerveau. Et donc, je dois faire des examens complémentaires au niveau du cerveau. À ce jour, j'ai toujours des picotements dans les mains, je vois trouble et je suis très très fatigué régulièrement. Alors je me bats et je voudrais que la vérité soit assumée, je dirais, et éventuellement que les victimes soient indemnisées, parce qu'il y a énormément de victimes et tout est caché, il y a une omerta terrible. Et voilà pourquoi je témoigne. Donc moi j'ai fait confiance, j'estime qu'il y a au minimum abus de confiance, voire tentative d'empoisonnement, et les responsables doivent assumer, doivent être jugés à mon avis. Voilà, je vous remercie, au revoir. J'ai des problèmes avec mon cœur, j'ai des problèmes avec marcher, de concentration, de mémoire, de hypertension. Donc le 2e février, j'étais dans la cour de natation et je me sentais très mal. J'ai dit à mon professeur que je suis allée au vestiaire, je me suis évanouie. Ils m'ont dit que je rien. Ils m'ont renvoyée chez un psychiatre. Au moment, j'ai encore mal au cœur. À marcher, j'ai une hypertension. Et non, je ne fais pas du sport car mon médecin dit que c'est un peu dangereux pour moi. Je me sens très abandonnée et je me sens très seule et abandonnée. Est-ce que Monsieur Gérombault pourrait venir me rejoindre aussi? Je vous attends là. Alors nous allons d'abord parler avec Dr Romain Blum. Ouais. On est bon? C'est bon. Oui. Bon, effectivement, je m'appelle donc Dr Romain Blum, je suis médecin dentiste à Echternach, retraité. Malheureusement ou heureusement, bon, ça c'est à voir. Si je suis ici, c'est que j'ai connu Madame Paulus 2020 et elle m'a raconté du désastre qui lui est survenu. On s'est bien sûr présenté dans la Chambre des députés avec professeur Montagnier et professeur Perron. Et bon, entre-temps, on s'est évidemment aussi rencontrés parce qu'on a fait connaissance et amitié. Et voilà, on se retrouve ici. Si je la cite, c'est effectivement que je trouve que c'est, point de vue effet secondaire, primaire, très dramatique, parce qu'elle était une personne très sportive, qui avait fait tout le parcours de la Corse en randonnée, qui a fait des randonnées à l'Himalaya, en Indonésie. Et puis il y a eu la vaccination. Mais elle va vous raconter les détails après. Hein. Voilà. Donc, ce que je voudrais absolument dire, c'est que je rends hommage à leur courage énorme de se présenter ici. Non uniquement elle, mais tous les autres aussi. Merci. À leur courage, leur détermination et aussi à tous ceux qui ne sont pas ici, soit qu'ils ne peuvent pas, ou alors qui ne veulent pas parce que la pression de la part de la politique, etc., est tellement grande que parfois le courage comme aura manqué. C'est très dommage, mais je le respecte. Alors pour tout cela, vraiment, respect, respect, respect. La deuxième chose que je voudrais dire aussi, que c'est la première fois que l'on voit autant de personnes, de victimes rassemblées. Je n'ai jamais vu ça. Dans nos mass médias, dans nos télévisions, dans nos journaux, on n'a jamais donné autant de paroles à ces pauvres victimes d'une politique de vaccination
inhumaine et irresponsable. Et pour conclure, je dirais ceci. Je pense que vous le constatez, le mainstream qui s'abat sur nous avec la censure, avec le lavage de crâne, le bourrage de crâne, ça ne me choque pas. Plus que ça augmente, plus mon énergie, ma détermination et ma combativité augmentent aussi. Et je vois que c'est la même chose chez vous. Bravo! Madame Paulus, c'est à vous. Oui, Ouais. ça marche? Oui. C'est à vous. Bon, je m'appelle Cécile Paulus et j'ai été vaccinée le 25 mars 2021 avec AstraZeneca. Et 10 jours après, j'étais admise en urgence à l'hôpital parce que j'avais le côté gauche complètement paralysé. D'abord, j'avais pensé à un AVC, c'est normal, mais heureusement, j'ai eu la chance avec un médecin qui a fait le bon diagnostic. Il a tout de suite vu que c'est un symptôme de Guillain-Barré. Et j'ai eu le bon traitement avec des immunoglobulines qui a bien marché. Et après une bonne semaine à l'hôpital, je pouvais de nouveau marcher et je pouvais de nouveau parler et manger. Après, ça ne s'est quand même pas amélioré. J'ai eu des traitements avec de la cortisone et ça s'est amélioré un peu. Mais je garde toujours des séquelles. Par exemple, des douleurs la nuit, des journées de fatigue, mais aussi des fourmillements au niveau des pieds, et ce qui donne beaucoup moins de sensibilité, et aussi des problèmes de vertige, évidemment. Bon, mais je peux être contente parce qu'il y en a des personnes, et je le reconnais, qui sont beaucoup plus mal loties que moi. J'ai eu aussi la chance parce que le médecin a reconnu cela comme un fait secondaire de la vaccination. Il a déclaré à pharmacovigilance et j'ai eu un certificat de contre-indication à la vaccination. Et imaginez-vous, ce que j'ai eu pour ma santé ruinée, j'ai eu 5 tests de PCR gratuits. C'était généreux, très généreux. Pour ce qui est de la correspondance à tout le monde concerné, j'ai écrit à Mme Liénard, à M. Jean-Claude Schmitt, aux politiques. J'ai écrit à tout le monde, des lettres recommandées, des emails, des téléphones. Réponse zéro. Pour moi, le ministère de la Santé, c'est un bunker, C'est fermé. On n'y arrive pas. Et si vous appelez, jamais vous n'avez personne au téléphone qui soit concerné. Ce que je peux dire, et vous le remarquez surtout, qu'il y a beaucoup plus d'effets secondaires qu'on ne dit dans les chiffres officiels. Mais ça, vous le savez de toute façon. J'ai écrit beaucoup aux journalistes et en avril 21, c'était les journalistes reporters à l'U qui avaient publié un article sur les vaccinations pour les femmes enceintes. Et là, ils avaient écrit qu'il y avait des médecins, que les médecins ont reçu une ordonnance du ministère qu'ils ne peuvent pas parler contre la vaccination, sinon ils auraient des problèmes. J'ai réécrit 2 fois à ces journalistes pour qu'ils traitent des effets secondaires, plus jamais de réponse. J'ai écrit à d'autres journalistes, j'ai écrit aux hommes politiques européens, nationaux, pas de réponse. Donc c'est vraiment l'omerta partout.
il faut dire qu'en Allemagne, quand même, il y a des émissions à la télé qui parlent des effets secondaires. Il y a même une clinique à Marbourg qui traite de ces effets secondaires. Apparemment, il y a 6000 attentes. Ce qui est grave surtout, c'est qu'avec cette politique, lors de cette vaccination, qu'il y a eu une méfiance vis-à-vis de toute la médecine. Il y a maintenant des personnes qui disent « je ne vais plus me faire vacciner », même avec d'autres vaccins qui sont quand même plus sûrs. Et il y a vraiment une méfiance générale maintenant. Et ça, c'est un autre danger qu'il faudrait aussi, il faudrait en parler aussi. Très souvent, on dit pourquoi est-ce que les victimes ne parlent pas autant? Mais il y a beaucoup de victimes qui, pour des raisons économiques, ne peuvent pas parler, ils ne veulent pas perdre leur emploi. Mais il y en a qui sont désespérés et même qui sont dégoûtés. Pour ce qui est de la responsabilité de l'État, je crois qu'ils craignent surtout une dépense très accrue des dédommagements que les personnes vont demander. Et il y a beaucoup de... c'est pour ça qu'ils ne veulent pas reconnaître les effets secondaires. Pour ce qui est de la vaccination obligatoire, on parle toujours tout de suite des pénalités. Et c'est le docteur Claude Miller qui a dit dans un article, si quelqu'un ne veut pas se faire vacciner, alors qu'il assume les conséquences s'il tombe malade avec le Covid. Alors moi je dis, alors qu'en est-il de la responsabilité des médecins si le patient tombe malade des effets secondaires? Parce que s'il y a responsabilité d'un côté, il y a aussi responsabilité de l'autre côté. Donc c'est tout ce que j'ai à dire. Maintenant, c'est au tour de Madame Chandler. Oui, bonjour. Bonjour. Merci de m'écouter. Donc voilà, moi j'ai été vaccinée avec Pfizer en mai 2021. J'ai développé directement des problèmes thyroïdiens. Donc j'avais une hypothyroïdie d'Hashimoto et j'ai une hyperthyroïdie de base Down en parallèle. Et j'ai eu un épisode où j'ai perdu pendant 45 minutes mon champ de vision, ce qui n'a pas semblé inquiéter beaucoup de gens. Donc j'ai demandé un certificat de contre-indication qu'on ne m'a jamais accordé. Et j'ai donc dû, pour pouvoir continuer à travailler, me faire vacciner par Johnson & Johnson en décembre 2021. Et là, c'était le début de l'enfer. Donc j'ai commencé à avoir des gros problèmes neurologiques, des gros soucis au niveau de la concentration, structurer mes pensées, trouver mes mots. J'étais incapable une fois devant une caissière de savoir ce que je devais faire. C'est ma petite fille de 7 ans qui a dû me dire « Maman, donne la carte à la madame » parce que voilà. Donc j'étais dans un état très très avancé j'étais très perturbée au niveau de la tête. J'avais énormément de vertiges, des nausées. À l'heure actuelle, ça va beaucoup mieux. Par contre, dès 3 semaines après la vaccination, j'ai commencé à avoir des paresthésies, donc des picotements dans les jambes, dans les bras, à perdre ma sensibilité, donc en chaussettes et en bas, comme on appelle ça, des paresthésies en chaussettes et en bas. J'ai dû être hospitalisée en février parce que les paresthésies étaient remontées dans la gorge et qu'on avait une suspicion de syndrome de Guillain-Barré, mais qui n'est pas un syndrome de Guillain-Barré. Ensuite, dès le mois de mai, j'ai commencé à avoir... Moi, j'avais aussi des douleurs musculaires, des douleurs articulaires. Et dès le mois de mai, j'ai commencé à avoir des soucis au niveau de la psychomotricité fine. Donc, je n'arrive plus à jouer au Lego avec ma fille ou je n'arrive plus à prendre des petits objets. C'est très, très compliqué. Et je perds peu à peu la marche. Donc j'ai un trouble de la marche qui s'aggrave depuis ce moment-là. Donc depuis 2 mois, je suis obligée de marcher avec une canne. Je ne travaille plus. J'envisage de retravailler, mais je pense que ce sera avec peut-être un mi-temps ou un temps partiel thérapeutique, éventuellement avec une chaise roulante. Enfin, voilà, donc c'est très très compliqué.
Tout le monde est perturbé dans la famille. Ma fille, qui a 7 ans, a très peur pour sa maman. Et ça me perturbe évidemment aussi beaucoup. Pour le moment, donc, j'ai la chance d'avoir une neurologue qui me parle d'un syndrome post-vaccinal, donc qui reconnaît le lien avec la vaccination. On essaye de tenter d'avoir des thérapies à l'extérieur parce qu'elle me dit « je ne sais plus vous aider, je ne sais plus quoi faire ». Mais malheureusement, chaque fois qu'on tente des rapports avec l'extérieur, chaque fois que je téléphone à un spécialiste, on me ferme la porte en disant non, on n'est pas intéressé, ou non, les Covid longs ne nous intéressent pas. Donc je suis coincée pour le moment. Voilà. Voilà. Monsieur Girambeau. Bonsoir. On va dire bonsoir maintenant. Mais voilà, je remercie l'organisation extraordinaire, tous les médecins présents. Ben voilà, je suis le papa de Jennifer, vous voyez là, sans photo, décédé le 8 avril 2022, elle allait avoir 42 ans le 13 juin. Elle est décédée d'une embolie pulmonaire. Vous comprenez bien, le jour du drame, je suis allé directement avec ma compagne qui est là-bas, à son domicile. Ma fille était par terre, jonchait le sol, une couverture la recouvrait. Son compagnon m'a dit qu'elle était toute bleue, avec les veines saillantes. Donc, c'est ce qui m'a rapporté. La police était sur place, le parquet et le médecin légiste étaient sur place également. Je n'ai pas vu le médecin légiste parce qu'il était déjà parti. Mais la police m'a bien dit de ne pas regarder ma fille parce qu'elle n'était pas belle à voir. Vous savez, moi j'ai fait ma petite enquête après. J'ai quand même été au bureau d'aide aux victimes au parquet de Verviers, arrondissement de Verviers, Liège, pour un petit peu prendre conscience de ce qui s'était mis dans le rapport, dans l'analyse du médecin. J'ai pu constater que le médecin a marqué que c'était cause naturelle, arrêt cardiaque. Donc vous voyez, c'est assez compliqué. Il faut dire que ma fille n'avait aucune comorbidité. Elle n'avait rien, elle était en pleine forme, une jeune femme extraordinaire. D'ailleurs, on l'appelait Soleil parce qu'elle était blonde, elle a les yeux bleus, on va dire, elle était là, elle rayonnait vis-à-vis de ses amis. Et depuis qu'elle a eu cette soupe Pfizer, ma fille n'était plus la même. Elle avait des problèmes de respiration, elle avait des picotements dans les membres étaient froids. Enfin, c'est la ritournelle, quoi. Il n'y a rien d'autre à faire. C'est comme ça. Et voilà. Donc, je dois vous dire aussi que ma fille avait été dans un charroi économique, un licenciement économique de la société où elle travaillait avant. Et ma fille avait décidé de changer de cap, d'orientation professionnelle. Et elle avait décidé d'être aide-soignante, justement, parce qu'elle me dit, papa, je dois terminer ma vie pour aider les autres. Et pour ça, ma fille, elle s'est fait vacciner justement pour se protéger du Covid et se protéger les autres personnes aussi. Alors vous voyez très bien, le problème, c'est qu'elle ne savait pas où elle mettait les pieds. Si elle avait fait une prise de sang avant, là je pense quand même qu'elle aurait réfléchi. Et si on avait eu dans la convocation de la VIC les effets secondaires des vaccins, je pense que ma fille ne serait pas là pour le moment. Bon, ceci c'est un chapitre. Maintenant, je vais revenir sur le fait que j'essaie de rallier toutes les personnes qui ont perdu des proches. J'ai envie de faire ça parce que je suis allé le 10 décembre à Aix-en-Provence représenter la Gardère du docteur Bouillon, parce que je travaille avec le docteur Bouillon depuis ce moment-là. Même Laurence Kayser nous a téléphoné aussi. Elle a passé, je pense, 2 heures avec ma compagne au téléphone. Je crois que c'est le lendemain du drame.
j'envisage de faire ça parce que je trouve qu'on doit tous ensemble travailler et se battre. Si on reste dans son coin, ça n'ira pas. Je travaille énormément avec, je vous l'ai expliqué, collectif Action 200 Perpignan et Vérité France. J'ai créé ici, il y a quelques temps d'ici, avec une amie informaticienne, collectif Action 200 Belgique, où là, on essaye de récupérer les effets, enfin, des témoignages de personnes qui ont perdu des proches. Et d'autres, bien entendu, des Covid longs, enfin, tout ce qui se passe. Voilà. Pourquoi le 10 décembre Aix-en-Provence? Parce que c'était justement l'anniversaire, date d'anniversaire de la Déclaration des droits de l'homme. Et ce jour-là, en France, il y a eu dans 25 villes, je pense 20-25 villes, en même temps, on a montré les portraits des disparus. Voilà. À Aix-en-Provence, il y avait 250 portraits. J'ai rencontré le docteur Denis Agré. J'ai rencontré aussi, que je dis toujours, notre troubadour Francis Lalanne, qui était là. Il est venu parler avec nous, et d'autres, bien entendu, qui étaient là. Voilà. Donc, moi, j'ai la rage, parce que ces crimes ne doivent pas rester impunis. Il faut continuer, il faut dénoncer toute cette supercherie. Exactement. Exactement. Je voudrais aussi, je vous remercie pour votre témoignage à tous, en tout cas. Je voudrais aussi parler de l'avis de décès donc de Frédéric, 41 ans, seconde injection, le 15 décembre 2021, décédé le 21 décembre d'un infarctus. Est-ce que, monsieur, vous voulez venir? Non? Mais... On va juste prendre encore 2-3 minutes, pas plus. Aussi, pour le Luxembourg, vous savez quand même qu'il y a Carole qui mène comme une action et qui fait des vidéos avec beaucoup de personnes qui ont des effets secondaires. Effectivement, les vidéos sont en luxembourgeois, mais je pense qu'après avoir discuté quand même pas mal avec elle, je pense qu'il est envisageable de les exporter en français quand même. Donc, je vais vous laisser vraiment juste deux minutes. Et après, comme ça, on pourra clôturer ce sujet. Messieurs, dames, bonjour. Merci au staff et à toute cette organisation. Et comment ça se déroule, c'est très intéressant. Mais donc, je suis venu là aussi pour témoigner pour mon fils Frédéric, qui lui, donc, a eu 3 injections. On lui a demandé en 5 semaines de faire la grippe et de Pfizer qui ont suivi derrière pour pouvoir rentrer à l'hôpital suite à une opération qu'il avait eue au Luxembourg, où là on ne lui a rien demandé. Il avait été opéré d'un anévrisme, d'un problème cardiaque ainsi que les intestins nécrosés. Et donc en rentrant en France, il a eu des petites complications et il devait rentrer donc à nouveau à l'hôpital de Mercy, donc à Metz, en janvier, et suite à ces 3 injections, 4 jours après la dernière injection, il a ressenti des douleurs dans la poitrine, dans le bras. Personne ne l'a emmené. Et donc, voilà, mon fils est parti. Et voilà, il avait été... Voilà, donc il est parti suite à ça, et on a donc décelé, après examen, l'autopsie, soi-disant l'artère... c'est la valve aortique qui était non confluente. Ça ne veut rien dire, apparemment. Je me suis renseigné, ça ne veut pas dire grand-chose. Et donc, il y a une information judiciaire qui a été ouverte par le procureur de la République. Mais bon, personne ne bouge, tout est étouffé. J'ai contacté mon groupe d'assurance pour, comme j'ai une couverture juridique, on m'a orienté vers deux avocats qui m'ont dit subitement, ben non, on n'est pas habilité pour ce type de dossier. Donc voilà, ça reste un petit peu dans le flou. On essaye justement d'étouffer l'affaire. Et voilà, donc je voulais témoigner pour ça et pour les générations futures et pour prévenir les parents et les jeunes. Donc je fais partie du collectif Parents 57 sur Metz. On se réunit régulièrement les mercredis afin d'informer la population et les jeunes. Donc j'apporte mon témoignage pour une prise de conscience de l'ensemble des gens. Voilà, si je peux sauver des vies par que mon fils ne soit pas mort pour rien. Voilà. Exactement. Merci à vous tous.
Merci beaucoup. Vous avez vraiment eu beaucoup de courage et vraiment, ça m'a fortement touchée. Je crois que ça a touché vraiment beaucoup et que ça va servir de leçon en tout cas. Merci beaucoup. Et alors pour le logo qui est sur l'écran, c'est le logo pour l'action que Carole mène actuellement.